Les présidents des organes législatifs des 3 pays de l'AES sont réunis à Ouagadougou. Ils examinent l'avant-projet du protocole additionnel et du règlement intérieur de l'espace confédéral. Le but est d'accélérer la mise en place du Parlement AES. Harmonisation des politiques agricoles au sein de l'espace confédéral. Les experts balisent le terrain en attendant la réunion ministérielle prévue ce week-end à Bamako. Les experts réfléchissent sur les plans d'investissement afin que l'AES nourrisse ses populations. Le Mali a été réélu en tant que membre du conseil d'administration de l'Union postale universelle. C'était à l'issue du 28e congrès de l'instance postale. La candidature du Mali a été initiée et soutenue par le président de la transition. Vous aurez les premières impressions du ministre en charge de la communication qui conduit la délégation malienne à Dubaï. À partir de ce soir, la rédaction ouvre une page spéciale sur la célébration du 22 septembre 2025. La défense, la sécurité, la diplomatie, la refondation, les réformes institutionnelles. Le Mali vu et raconté par la jeunesse dans les années 1960. C'est un dossier signé Bemba Sibi. Vous servirait un réel plaisir. Bonsoir et bienvenue à la grande édition de 20h sur ORTM1. Actualité oblige, nous commençons cette édition par la page AES. Bientôt, le Parlement de la Confédération verra le jour. Le processus de sa mise en œuvre s'accélère. Les présidents des organes législatifs de l'AES sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou au Burkina Faso. Ils examinent l'avant-projet du protocole additionnel et du règlement intérieur de l'espace confédéral. Le compte-rendu de cette première journée de travail avec notre confrère de la télévision burkinabé, Moussaki. L'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, en cette matinée du 18 septembre 2025, jour de la rencontre des chefs de parlement de l'Alliance des États du Sahel. Tour à tour, les présidents du Conseil national de transition du Mali et du Conseil consultatif de la refondation du Niger reçoivent les honneurs dus à leur rang. Puis, les salutations fraternelles du président de l'Assemblée législative de transition burkinabé à ses hôtes de marque. Les 3 présidents de parlement, accompagnés de leur délégation, se retrouvent ici à l'hémicycle pour le début des travaux à huis clos axés sur l'avant-projet du protocole additionnel et du règlement intérieur des sessions confédérales des parlements de l'Alliance des États du Sahel. Cela conformément aux articles 16, alinéas 2 et 18 du traité de la Confédération. Cette rencontre de haut niveau fait suite aux travaux des experts des 3 pays de l'AES tenus du 11 au 15 août 2025 dans la capitale burkinabé, dont l'objectif était l'examen des avant-projets de tests des sessions confédérales des parlements de l'AES. Les documents qui vont être adoptés à ce rendez-vous de Ouagadougou seront transmis au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui à son tour devra les partager à ses pairs du Mali et du Niger. Après les volets diplomatie et sécurité, celui du développement connaît aussi un coup d'accélérateur. Les experts des 3 pays dans le domaine de l'agriculture se concertent à Bamako en prélude à la réunion des ministres en charge de l'agriculture prévue ce week-end. Ils échangent sur l'harmonisation des politiques agricoles au sein de l'espace confédéral. En somme, il s'agit d'aller vers la transformation de notre agriculture et d'assurer une certaine homogénéisation des pratiques et des politiques. Le reportage de Alousseni Touri. Cette réunion des experts qui prépare celle des ministres durera 2 jours. Elle permettra de mettre en place des propositions de mise en place de politiques et pratiques permettant un développement homogène de nos agricultures dans l'espace AES. Les chefs d'État de la Confédération accordent beaucoup d'importance à cette rencontre qui va poser les bases d'une politique agricole commune aux pays membres de la Confédération. 16 septembre 2023. Le Burkina, le Mali et le Niger créaient l'Alliance des États du Sahel.
Cette alliance est née dans un contexte de menaces sécuritaires communes. Elle représente aujourd'hui une nouvelle dynamique régionale qui va au-delà de la simple coopération militaire pour inclure des aspects économiques, sociaux et politiques en réponse aux défis sécuritaires et de développement commun des pays de nos pays. Elle vise ainsi à promouvoir l'intégration économique entre les pays membres pour renforcer leur indépendance et leur résilience face aux différents chocs. La réunion des ministres de l'AES d'aujourd'hui va permettre d'opérationnaliser un des piliers fondamentaux qui est le pilier de développement et qui va faire des recommandations certainement dans le cadre de notre espace communautaire. Le Mali, qui préside aux destinées de la Confédération, accorde une place particulière à ce forum. Pour relever ces défis, le présent forum permettra d'entamer des réflexions appropriées sur les préoccupations stratégiques communes aux trois États de l'Alliance, en vue d'accélérer le développement de son agriculture. Il sera surtout question de définir une vision partagée du développement agricole dans l'espace confédéral, d'élaborer et mettre en œuvre une politique agricole commune de la Confédération, de concevoir et réaliser des aménagements hydro-agricoles intégrés et durables, de promouvoir des filières stratégiques agricoles, pastorales, halieutiques et aquacoles afin de garantir des revenus décents aux exploitantes et exploitants agricoles et d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations et enfin de mobiliser des investissements publics et privés et des financements innovants en s'appuyant sur des mesures incitatives et une contractualisation claire et équitable. Les conclusions et recommandations de ce forum des experts serviront à la tenue de la réunion des ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la Confédération des États du Sahel. Le vérificateur général adjoint Cheikh Mohamed El Chalital et Flantene Diarra, vérificateur spécialiste en évaluation des politiques publiques, ont prêté serment ce matin devant la Cour suprême au cours d'une audience solennelle. Lors de la cérémonie, le président par intérim de la section judiciaire de la Cour suprême, Issa Traoré, a invité les deux personnalités au sens élevé de la responsabilité. Le président de l'audience a rappelé aussi avec insistance les exigences morales et professionnelles qui doivent orienter l'action du vérificateur. Les vérificateurs ont juré d'accomplir leur mission avec impartialité et intégrité. Et la cérémonie a enregistré la présence des membres des familles, proches et collègues des nouveaux membres. Et félicitations aux nouveaux membres du bureau du vérificateur général. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental a reçu ce matin en audience une délégation du Conseil national de la jeunesse et le bureau du Fonds social de la presse, FONSOPRESS. Après les civilités, les hôtes du président Katilé ont sollicité son accompagnement dans l'accomplissement de leur mission. Le reportage de Boubacar Bablintouri. Deux audiences étaient inscrites dans l'agenda du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ce jeudi. D'abord, celle accordée à la délégation du Conseil national de la jeunesse CNJ. Conduite par son président, les membres sont venus présenter au président de l'institution la nouvelle équipe dirigeante et recueillir ses orientations. Le Conseil national de la jeunesse est membre du Conseil économique. C'est important, après la mise en place, de venir partager et prendre l'expertise et l'expérience auprès de nos aînés. Et dans les échanges, nous avons parlé sur des questions d'intérêt national, l'engagement de nos différentes institutions pour accompagner les plus hautes autorités. Ensuite, le président Katilé a eu une séance de travail avec le nouveau bureau du Fonds social de la presse, FONSOPRESS. Tout comme le CNJ,
Il s'agissait pour les membres de présenter les missions de cette nouvelle structure au président de l'institution. Il était nécessaire pour nous de venir voir les institutions, surtout de la République, parler avec les différents présidents, leur expliquer clairement que le fonds existe désormais et recueillir également leurs conseils pour le bon fonctionnement du fonds. Donc nous sommes venus aujourd'hui au niveau du conseil pour voir M. Katilé et tous ses collaborateurs. Vraiment, ils nous ont reçus et puis ils nous ont prodigué beaucoup de conseils. Le président vraiment nous a accordé une oreille très attentive et nous a même promis vraiment qu'il va être parmi les plus grands partenaires de ces projets. Au sortir de la rencontre, les premiers responsables des deux organisations se disent satisfaits des conseils et orientations donnés par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a présidé ce matin la Journée internationale de la paix. Le thème de l'édition 2025 est « Agissons pour un monde pacifique ». Il s'agit de créer un espace de dialogue et de valorisation des récits sur les questions de paix à une approche transversale intégrant l'histoire orale. La cérémonie s'est déroulée à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Beille. Le reportage de Aridou Matina. Célébrée sous le thème « Agissons pour un monde pacifique », l'édition 2025 de la Journée internationale de la paix intervient dans un contexte mondial et régional marqué par la recrudescence des conflits armés, des crises socio-politiques et des fractures intercommunautaires. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Beille, au lieu de formation, d'expertise et de dialogue, ne ménage aucun effort à accompagner les différentes actions en lien avec la paix, d'où la mise en place d'une initiative innovante, le musée vivant de la paix et des récits communautaires qui vise à collecter, préserver et diffuser les récits et symboles de paix. Notre école, l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Beille, se positionne comme un catalyseur d'initiatives et de réflexions sur les enjeux de paix et de sécurité, tant à l'échelle africaine qu'internationale. Nous avons choisi d'apporter une touche locale qui fait référence à notre culture et notre histoire. À travers la sous-thématique, nos récits font la paix. Cette sous-thématique faisant écho avec celle retenue pour commémorer la Semaine nationale de la réconciliation, l'héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale. Ce choix traduit notre volonté d'explorer et de valoriser des approches alternatives de résolution des conflits, fondées sur les expériences vécues, la mémoire collective, la parole transmise et les savoirs enracinés dans notre construction sociétale. Instaurée par les Nations Unies, cette journée est plus qu'une commémoration symbolique. Cette journée nous rappelle que la paix est un droit fondamental, mais également une responsabilité partagée. Elle se bâtit patiemment à travers la volonté politique des États, mais surtout à travers des actions concrètes des communautés et de chaque citoyen. Mon département soutient cette initiative de l'EMP depuis ses débuts, car elle s'inscrit pleinement dans les objectifs que nous poursuivons, faire de la paix une réalité tangible et durable dans notre pays et dans notre sous-région. Pour donner corps à cette journée, l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Beille a conçu un panel thématique d'exception intitulé « Paroles, symboles et mémoire, les chemins multiples de la paix ». Un panel qui a pour objectif de faire dialoguer des voix diverses et complémentaires afin de mettre en lumière les multiples dimensions de la paix. Un mot sur l'actualité des FAMA sur les théâtres d'opération. Les forces armées maliennes ont mené des frappes avec précision dans la région de Kidal. Suivant le commentaire de Aridou Matina. Dans le cadre des opérations de surveillance aérienne et sur la base des renseignements précis, un véhicule pick-up a été pris en filature puis traité avec efficacité ce jour du septembre 2025 de Yenchechi, région de Kidal. Après cette frappe, quelques individus suspects pris également en filature sous une tente ont été neutralisés avec succès. Puis quelques motos ont été détruites. L'état-major général des armées informe l'opinion que la recherche et la traque des groupes armés terroristes se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national.
Direction les Émirats Arabes Unis et cette bonne nouvelle qui nous vient de Dubaï. Le mandat du Mali a été renouvelé comme membre du conseil d'administration de l'Union postale universelle. C'était lors du 28e congrès de l'UPU. C'est en fin de soirée que la liste des 11 pays africains siégeant au conseil d'administration est tombée. Un honneur et une confiance renouvelée. Ce sont les impressions du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Aguilienne, est au micro de nos envoyés spéciaux, Nyanya Alou Traoré et Tchédje Moussa Kamara. J'annonce vraiment ici que le Mali vient d'être réélu membre du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Donc ça a été très difficile et beaucoup de démarches ont été entreprises pour cela. Je voudrais dédier d'abord cette victoire au peuple malien tout entier et remercier aussi le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, qui a initié cette candidature et qui a travaillé pour cela. Je rends hommage au ministère des Affaires étrangères qui, par une grande entremise diplomatique, nous a donné beaucoup de contacts et a fait signer beaucoup de pays à notre candidature. Et ici aussi, je salue l'entremise de l'ambassadrice ici présente, Madame Sangaré, qui a été vraiment de tous les combats avec nous depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais aussi féliciter et remercier la MRTP et tous les services qui nous ont financés, écoutés, conseillés et coachés pour pouvoir avoir cette victoire qu'on a eue en perdant la voix pratiquement. Donc vraiment c'est une victoire pour nous tous. C'est aussi un signe de la confiance de la communauté internationale au Mali. Je voudrais féliciter le PDG de la Poste et son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois. Et donc c'est une confiance renouvelée au peuple malien et c'est vraiment une grande victoire pour nous à ces niveaux de confiance parce que la Poste aujourd'hui, comme vous le savez, est en train de se moderniser et qui est en train aussi de prendre beaucoup de place, notamment par les guichets uniques qui sont en vogue dans tous les pays du monde. Et je pense que nous avons un très bon projet là-dessus qui a beaucoup pesé pour aussi l'appréciation qui a été faite ici. Donc vraiment, ça permet au Mali d'être aussi dans les plus grands décideurs du monde. L'Union postale universelle est une institution des Nations Unies et aussi au niveau africain aussi et au niveau régional. Donc le Mali sera présent et le mot du Mali sera compté dans toutes ces étapes-là. Le Mali est toujours là et Inch'Allah le Mali sera toujours présent dans tous les rendez-vous internationaux. Je dois aussi saluer le soutien des États de l'AES qui nous ont soutenus et puis une grande partie des États africains aussi. Nous avons regretté quelques manquements au niveau de l'Afrique, mais l'AES a été solidaire et ça nous a permis aussi d'être. Et nous restons avec nos envoyés spéciaux qui nous signalent que le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a offert ce matin un déjeuner aux différentes délégations, un moment de convivialité et d'échange sur la politique postale dans les différents pays. Suivons ce reportage. Le Mali bien présent à Dubaï dans toute sa splendeur. Riche et fort de sa culture multiséculaire, notre pays émerveille les participants du 28e congrès postal universel de par son hospitalité légendaire en leur offrant un déjeuner. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, au nom du gouvernement de la République du Mali et à l'ensemble du peuple malien et des peuples de l'AES, à cette occasion de ce déjeuner offert à vous tous. Comme vous le savez, le Mali postule pour le renouvellement de son mandat au sein de l'Union administrative et conseil d'administration de notre Union. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour solliciter au nom du Mali votre soutien. Nous sommes pleinement disposés à poursuivre notre rôle actif dans la gouvernance de notre organisation commune en plaçant au cœur de notre action les intérêts de l'ensemble de ses membres. Que ce déjeuner soit le symbole de notre fraternité et de notre volonté commune de bâtir un réseau postal mondial plus performant, plus inclusif et plus innovant. Véritable moment de convivialité et d'échange entre les participants, le déjeuner a permis de partager les ambitions maliennes pour l'avenir de la Poste. Et visiblement, le pari du vote malien semble être gagné. Ah, parfait, c'est toujours l'hospitalité malienne n'a jamais fait défaut. Aujourd'hui encore, ça s'est exprimé très fort. Alors je pense que tout le monde a bien mangé et que tout le monde votera pour le Mali. J'espère qu'il y aura une vraie union entre les Africains pour que le secteur postal prospère.
Parce que ce qui nous manque en Afrique, c'est l'union. Le ministre avait à sa table le directeur général de l'Union postale universelle et les ministres AES. Massaïko Metoki a vivement salué l'esprit d'unicité du Mali avec les membres de sa zone. Notre pays est en effet fortement engagé pour l'harmonisation des positions africaines dans les instances sous-régionales et internationales. La Poste du Mali est engagée dans un vaste programme de modernisation articulé autour de 4 axes majeurs. La digitalisation de ses services, le renforcement de l'inclusivité financière, l'amélioration de la qualité du service postal universel et la contribution active au développement économique et social du pays. Notre action s'inscrit également dans une dynamique régionale. Le Mali joue un rôle important au sein de la conférence des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine des postes. Par notre engagement, nous contribuons à l'harmonisation des positions de nos pays, au renforcement du multilatéralisme et à la défense de l'intérêt commun. L'ambassadeur du Mali aux Émirats arabes unis a adressé de chaleureux remerciements aux organisateurs pour la bonne tenue de la rencontre. Le ministre Al-Hamdou Ag Ilien a par ailleurs, dans son allocution, demandé une minute de silence à l'Assemblée en la mémoire de Idriss Ali, ancien directeur du département poste de l'AMARTP, une des figures emblématiques de la communauté postale. Et en images, l'Agence pour la promotion des investissements API Mali part à la conquête de la diaspora malienne. Les États-Unis sont la première étape de cette tournée. La délégation conduite par le directeur général a présenté les atouts et opportunités d'investissement au Mali à la communauté malienne vivant à New York et Washington. Voilà, rencontre entre API Mali et la délégation malienne vivant à New York. Je vous l'annonçais dans les titres, à partir de ce soir, l'ORTM ouvre une page spéciale consacrée à la célébration de la cession du Mali à l'indépendance. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière a organisé ce matin une table ronde au mémorial Modibo Keïta. Les échanges se sont déroulés autour du thème « Les idéaux du père de l'indépendance du Mali dans la construction de l'unité africaine. Quel enjeu pour la consolidation de l'AES ?» Le reportage de Alpha Meiga. Dans une salle décorée aux couleurs nationales, l'hymne national à l'unisson. Nous sommes ici au mémorial Modibo Keïta qui a servi de cadre ce jeudi 18 septembre 2025 à la tenue d'une table ronde. Table ronde organisée dans le cadre des festivités du 22 septembre. Cet hommage lui est dû pour tout ce qu'il a pu accomplir pour son pays natal, le Mali, engagé jusqu'à son dernier souffle. Un bien singulier destin, celui d'un grand homme. Modibo a été de tous les grands combats de la communauté africaine. Nous avons tous vu les images ici de Modibo Keïta en train de faire la paix entre le Maroc et l'Algérie. Nous avons vu que pendant des grandes guerres entre ces pays du Maghreb, les personnalités comme Bouteflika étaient hébergées à Gao. Modibo, son message légendaire à son ambassadeur en Angleterre, qui a insisté auprès de la reine d'Angleterre, soit de recevoir notre ambassadeur en tenue traditionnelle ou bien de rentrer, de retourner au Mali. C'était un message fort. Thème du jour, les idéaux du père de l'indépendance du Mali, Modibo Keïta, dans la construction de l'unité africaine. Quels enjeux pour la consolidation de l'AES? L'objectif de cette conférence est, entre autres, de faire en sorte que notre histoire nous permette de mieux comprendre notre présent et à partir de cette compréhension de construire un futur rayonnant pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et que nous cherchons à comprendre de manière sérieuse et approfondie l'ensemble de notre histoire. Universitaires, historiens, jeunes chercheurs et acteurs panafricanistes ont échangé autour de la pensée politique de Modibo Keïta, sa vision d'une Afrique unie, libre et solidaire d'une part,
et comment cette vision trouve un écho dans les ambitions actuelles de l'Alliance des États du Sahel AES d'autre part. C'est le moment d'anniversaire. Le célèbre Banzumana a chanté Malwa Kerauntaï, de témoigner toute notre gratitude aux pères de l'indépendance, à ceux et celles qui ont lutté pour qu'on soit aujourd'hui à ce niveau. À leur tête, le président Modibo Keïta, il a incarné par sa vision une Afrique debout, une Afrique unie. Et c'est lieu de saluer solennellement leur excellence, les visionnaires de l'État du Sahel, le président de la Confédération des généraux d'armée Assimi Goïta, mais également le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le président du Niger, le général Abdraman Chani, qui aujourd'hui ont repris ces flambeaux panafricanistes, parce que nous avons compris que le maître mot, c'est l'Afrique unie et debout. En attendant les conclusions, Modibo Keïta reste une boussole. Son rêve d'unité africaine n'a jamais été aussi brûlant d'actualité dans une année consacrée à la culture où il est clamé partout, haut et fort, la citation du père de l'indépendance. Il n'y a pas d'indépendance viable sans renaissance culturelle. Le dossier de la rédaction nous renvoie dans les années 1960, un rappel historique de l'héritage que nous a légué le père de l'indépendance, Modibo Keïta. Bemba Sibi est allé à la rencontre de 2 octogénaires qui ont vécu les premières heures de l'indépendance du Mali, du mouvement pionnier à la brigade de vigilance, sans oublier la milice ou encore la Semaine nationale de la jeunesse, des initiatives qui visaient à inculquer aux jeunes les valeurs de patriotisme, du travail et du civisme. Suivons ensemble. Ils sont vieux, mais partagent la même vision pour le Mali. À l'accession de l'indépendance du Mali, ils avaient entre 18 et 20 ans. Aujourd'hui, 65 ans après l'indépendance, leur voix résonne encore avec force et espoir et porte en eux les aspirations, les frustrations et les rêves d'une génération qui veut écrire son propre avenir. Et aujourd'hui, c'est lui qui exerce la plus haute fonction à tracer la voie. Aujourd'hui, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Les autorités de la transition misent donc sur la jeunesse pour impulser le processus de développement durable. Et ce n'est pas fortuit. Comme le dirait l'autre, qui veut aller loin ménage sa monture et la monture d'un État, pour ne pas dire sa locomotive, reste sa jeunesse. Une jeunesse qui est la force ouvrière, l'énergie canalisatrice et l'architecte incontournable du processus de développement. Les politiques publics la mettent au cœur du projet Malikura Nyeta Sira Kabesam Baflani Biorani Sabama. Cette dynamique a caractérisé le Mali dès son accession à l'indépendance. La jeunesse a été le fer de lance des mouvements politiques pour l'accession à l'indépendance. C'est la jeunesse qui a également mis tout son poids pour que l'option socialiste soit adoptée par le bureau politique de l'USRDA. La jeune République du Mali ne pouvait que compter sur sa jeunesse. Elle était la force vitale sur laquelle les pères de l'indépendance vont s'appuyer pour impulser le développement socio-économique et culturel. Pour ce faire, il fallait une jeunesse éduquée, de la place prépondérante de l'éducation dans les politiques de l'époque. Au-delà de l'éducation, les autorités ont impulsé le développement socio-économique avec comme socle la jeunesse. Il s'est agi surtout de promouvoir les valeurs de patriotisme, du travail et la promotion de l'héritage culturel du Mali. L'instauration des semaines de la jeunesse sont un des pans de ce chapitre. Camarades, nous sommes réunis ce soir pour marquer la clôture de la 5e semaine de la jeunesse de l'Union soudanaise RDA. Cette semaine qui s'intègre de plus en plus profondément dans nos mœurs nationales. Depuis 1962, sur la base de la jeunesse, les semaines nationales de la jeunesse ont été instituées. Progressivement, avec les changements de République, il y a eu, après, les biennales nationales. Et cela continue jusqu'ici. Ensuite,
au plan de la formation civique, le mouvement national des pionniers a été renforcé, donc institutionnalisé une fois pour toutes. Il y a eu la mise en place, dans la Première République, des brigades de vigilance. En plus des brigades de vigilance, qui avaient pour mission de veiller la nuit, de manière que le banditisme soit combattu, qui avaient pour mission de veiller aux frontières, pour endiguer les velléités d'importation des produits prohibés, et milice populaire avait pour mission de veiller sur la moralité publique. La création d'entreprises d'État comme la Comatex, l'UCOMA, la Socoma, la Somiex ou encore la Sonatam participe aussi de la volonté politique de valoriser la jeunesse à travers la création d'emplois. L'instruction civique et la construction citoyenne étaient aussi au centre des politiques publiques aux premières heures de l'indépendance, à travers notamment les mouvements pionniers, les formations civiques, entre autres. Aujourd'hui, les jeunes disposent de plus d'opportunités, mais mal exploitées. Les jeunes d'aujourd'hui ont reçu plus d'opportunités de formation que nous au début de l'indépendance. À cela est venu s'ajouter des instruments nouveaux que vous appelez nouvelles techniques de la communication. Mais au-delà de cette possibilité de déguiser leur mentalité, d'avoir plus de connaissances sur le monde, notre jeunesse est surtout tournée vers les valeurs occidentales. C'est cette dynamique négative à laquelle les autorités de la transition s'attaquent. Ceci en misant sur la jeunesse comme pilier du développement, en décrétant 2025 comme année de la culture. Aujourd'hui, l'exemplarité dans le travail est le pont entre ces deux époques. Le premier président du Mali indépendant l'a brillamment souligné à la jeunesse en son temps. Il nous a dit en 1967, camarades jeunes, le Mali est d'autant le vôtre que le nôtre. Mais en vérité, c'est à vous qu'il appartient, car vous êtes l'espoir et l'avenir du Mali. Et ce Mali sera ce que vous en ferez. La tâche, elle n'est pas facile. Mais écoutez plutôt ce que le président Mao Tse-tung en 1957 disait aux jeunes de la Chine, je cite, « Nous devons faire comprendre à toute la jeunesse que notre pays est encore très pauvre et qu'il nous faut modifier radicalement cette situation en peu de temps. Et que c'est par leurs efforts unis que la jeunesse et tout le peuple pourront créer par leurs propres mains un État riche et puissant en l'espace de quelques dizaines d'années. » Félicitations. Un message qui est plus que d'actualité. Le travail libère l'homme. C'est l'une des constantes propres à ces deux époques. L'autre est la jeunesse. Le temps passe, elle demeure, se renouvelle ses attentes, ses aspirations et ses perspectives de la première République à la 5e. Elle est au cœur des politiques de développement. Et oui, des moments de souvenir, mais pas que, car ils doivent nous permettre de bâtir le futur. Vous aurez d'autres dossiers dans nos éditions futures et c'est ce qui referme d'ailleurs la page 22 septembre de cette édition. Un mot de santé. Des experts en santé de la reproduction du Mali et d'ailleurs sont réunis pour 3 jours à Bamako. C'est à la faveur du premier congrès de gynéco-pédiatrique. Ce congrès est couplé à la journée scientifique de l'Office national de la santé et de la reproduction. Les discussions porteront sur la survie de la mère, du nouveau-né et de l'enfant dans le but de réduire considérablement le taux de mortalité d'ici à l'horizon 2030. C'est pourquoi le thème est atteinte des objectifs de développement durable en santé maternelle, néonatale et infantile, un défi pour gynécologues, obstétriciens et pédiatres. On fait le point avec Komba Sissé et Abou Kouni.
Ce premier congrès gynéco-pédiatrique conjoint de la Société malienne de gynécologie obstétrique, SOMAGO, et de l'Association malienne de pédiatrie AMAPED, organisé en collaboration avec l'Office national de la santé et de la reproduction, sert de plateforme pour évaluer les stratégies existantes et en adopter de nouvelles afin de diminuer considérablement le nombre de décès maternels, néonatals et infantiles d'ici à l'horizon 2030. Ce congrès, on l'a placé dans le cadre des objectifs du développement durable, qui est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et périnatale. C'est pourquoi nous avons, au cours du congrès, organisé des sessions ciblant les premières causes de décès des femmes et des enfants. Si vous prenez ce que nous on appelle la pré-éclampsie, c'est l'hypertension artérielle de la grossesse. C'est la première cause d'hospitalisation dans nos services. C'est la première cause de décès des enfants dans le ventre de leur maman. L'autre entité, c'est également les infections qui touchent la mère et son enfant. Quand les femmes échappent aux péripéties de la grossesse, leur première cause de décès, c'est les cancers gynécologiques et mammaires. Et le cancer du col est aujourd'hui accessible à la prévention. La réduction de la mortalité maternelle et infantile reste une priorité dans la région africaine de l'OMS. Dans la région africaine de l'OMS, qui regroupe 47 pays, 20 mères et 120 nouveau-nés perdent la vie toutes les heures, ce qui représente 178 000 décès maternels et près d'1 million de décès néonatals chaque année. Toutes les 7 secondes, quelque part dans notre région, une femme ou un enfant décède de causes que l'on aurait pu éviter. 210 communications et 40 plénières sont au menu de ces journées d'échange qui regroupent praticiens, chercheurs et enseignants. C'est une fierté pour le Mali d'organiser ce premier congrès gynécologique et pédiatrique à la fois. Et c'est des sommités qui sont venues d'un peu partout. Et ensemble, pendant ces quelques jours, ils vont parler de tout ce qui peut être fait pour réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Nous savons que 2030 n'est pas loin et qu'il y a des objectifs à atteindre. On attend beaucoup de ce congrès et les recommandations seront prises en compte par mon département pour faire avancer encore la lutte contre la mortalité et la morbidité maternelle et infanto-juvénile. Permettez-moi de saluer la tenue du pré-congrès de haut niveau consacré à des thématiques essentielles comme la vaccinologie, les cancers du col et sa prévention, la prise en charge de l'infertilité. Nous plaçons de grands espoirs dans ces congrès qui doit être à la fois un levier de pérennisation du pacte social, un outil de renforcement scientifique pour les gynécologues et les pédiatres, et une plateforme d'intégration régionale et internationale en matière de santé maternelle et infantile. Participent à ce premier congrès de gynéco-pédiatrique les experts en santé de la reproduction du Mali et d'ailleurs. Il s'agit, entre autres, de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger, du Cameroun, du Rwanda, de la Centrafrique et de la Tunisie. 4e jour des activités de la Semaine nationale de la réconciliation. La journée d'hier a été marquée par un atelier qui a mis en compétition des jeunes musiciens chargés de composer des chansons avec l'intelligence artificielle. Guidés dans 10 langues nationales, ils découvrent étape par étape comment collaborer avec les agglomérats pour créer des morceaux originaux. Les meilleurs ont été primés en présence de certains membres du gouvernement. Le reportage de Maïmouna Guindo et Djeli Maranjabati. Entre tradition et innovation, la musique malienne se réinvente grâce à l'intelligence artificielle. Dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, un atelier inédit a réuni de jeunes talents autour d'un objectif ambitieux, fusionner les héritages musicaux traditionnels avec les technologies de pointe. À travers plusieurs langues officielles, ces artistes en herbe ont exploré de nouvelles méthodes de création musicale, mêlant avec audace, tradition et intelligence artificielle. L'outil Suno que nous avons choisi est une technologie révolutionnaire qui génère des chansons originales à partir du texte,
rythmes et émotions adaptés à notre contexte culturel. Enfin, une fusion créative qui permet de marier nos héritages musicaux sahéliens avec les sonorités contemporaines pour créer une expression artistique unique. Pour évaluer les acquis de cette formation, un mini-concours a été organisé en clôture de l'atelier. Les différents groupes en compétition ont fait preuve d'une créativité débordante, chacun proposant une œuvre originale chantée dans l'une des langues officielles du pays et conçue à l'aide de l'IA. Le premier prix a été décerné à la composition qui s'est distinguée par sa qualité artistique et son caractère innovant. Nous avons eu, n'est-ce pas, à transformer de français en bambara et puis maintenant ajouter, n'est-ce pas, comment dirais-je, les notes musicales traditionnelles. L'ouverture officielle de l'événement a été placée sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur à l'invitation de son colloque en charge de la réconciliation. Ce dernier a salué une initiative porteuse d'espoir, soulignant son rôle dans la stimulation de la créativité des jeunes et la promotion d'une paix durable. Ce que nous célébrons ce soir, ce n'est pas seulement un concours musical, c'est une rencontre entre la tradition et l'innovation. C'est la preuve que le Mali, au cœur de l'alliance des États du Sahel, s'est puisé dans ses racines pour bâtir des voies nouvelles vers la paix, la réconciliation et l'intégration sous-régionale. Cette initiative novatrice démontre que musique et innovation peuvent devenir des instruments puissants de cohésion sociale, porteurs d'un message fort d'unité et de réconciliation à destination de la jeunesse malienne. Et les activités de la Semaine nationale de la réconciliation ont été lancées ce matin dans les régions de Bougouni et Nioro. C'était au cours des panels sur le thème de l'édition 2025, l'héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Nos reporters sont Abdul Karim Konaté et Moussa Diakiti. Les autorités maliennes soucieuses de la paix organisent pour la 4e fois consécutive la Semaine nationale de la réconciliation CNAR. La région de Bougouni, à l'instar des autres du Mali, a lancé ce jeudi ses activités sous le thème héritage culturel, facteur de la paix et de la cohésion dans l'espace AES. Ces activités se poursuivront pendant une semaine à travers des diffusions des messages d'information et de sensibilisation sur les radios de proximité et autres canaux d'information. À travers le thème retenu, la Semaine nationale de réconciliation 2025 se fait un moment de commémoration, mais également une plateforme d'action culturelle, éducative et symbolique, où l'héritage de nos ancêtres deviendra un outil stratégique pour construire le tissu social et baliser la voie vers un avenir meilleur. De mobiliser la jeunesse et les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix, de mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures et l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de l'AES. Cette cérémonie de lancement a été meublée notamment par une conférence débat sur le thème de l'édition 2025. Les deux conférenciers ont mis l'accent sur notre patrimoine matériel et immatériel, ainsi que les défis et menaces liés à la sauvegarde de notre héritage culturel. Notre héritage culturel est un fondement essentiel, le développement de la paix, la recherche de la paix, la cohésion sociale au niveau de notre espace AES. Notre héritage culturel qui a contribué à développer nos territoires d'antan et qui contribuera, si on en fait bon usage de nos jours, à asseoir la paix tant recherchée dans notre espace, à amener un développement économique au niveau de notre espace et à faire en sorte que tous les conflits dans lesquels on se retrouve aujourd'hui puissent être relégués au second plan. Au terme des débats, certaines recommandations ont été formulées par les participants. Il s'agit entre autres de la préconisation des mécanismes de dialogue entre le Mali et les États frontaliers, le renforcement du dialogue entre les Maliens. Les dons de sang à nos forces de défense et de sécurité et les matchs de football ont marqué le lancement de la 4e édition de la CNAR à Bougouni. C'est dans la salle de spectacle de l'ex-conseil du cercle plein à craquer qu'a été lancée la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation en Nioro. Autorités politiques, administratives, religieuses et militaires, légitimité traditionnelle et hommes de médias avaient répondu présent à l'appel de la nation pour valoriser et promouvoir à travers une conférence débat
l'héritage culturel comme source d'inspiration pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. On ne peut plus avancer sans se donner la main, sans qu'il y ait la réconciliation, sans qu'il y ait quand même le vivre ensemble. Il y a des leviers sur lesquels nous devons nous appuyer pour faire revenir la confiance entre nous. On est satisfait et on est requinqué par rapport justement à ce que nous avons vu ce matin. Nos parents, nos arrière-grands-parents nous ont légué la culture. Cette culture vraiment a vraiment des vertus, ça a des valeurs. Donc à partir de ces vertus et de ces valeurs, nous pouvons quand même apporter une solution pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous célébrons un trésor partagé, notre héritage culturel. Nous voici réunis pour réfléchir ensemble, nous regarder en face et surtout nous rappeler ce qui nous unit. La réconciliation commence par la reconnaissance de cette richesse. Nous renforçons notre unité et préparons les fondations d'une paix durable. Nous avons le devoir de consolider la paix et la cohésion sociale pour bâtir un avenir digne de nos peuples. Au programme, des émissions de sensibilisation sur la paix et la réconciliation à travers les radios de proximité, des prêches et des prières collectives sur la paix et la réconciliation dans les mosquées, et une séance de reboisement sur l'espace attribué aux légitimités traditionnelles. Un match de football entre civils et militaires mettra fin à la semaine de réconciliation à Nyoro. Dans la série de présentation des structures, ce soir, focus sur la Commission nationale de la démobilisation, désarmement, réinsertion et la Commission nationale d'intégration. Si l'une est chargée du désarmement et la réinsertion des ex-combattants, l'autre se charge de leur intégration. Découvrons en profondeur les missions de ces deux structures avec Boubacar Bablin-Touri. La Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion CNDDR et sa sœur jumelle, la Commission nationale d'intégration CENI, sont deux entités du département en charge de la réconciliation, nées en 2015 suite à la signature de l'accord d'Alger. Chacune des commissions s'est rapidement vue confier des missions fondamentales visant à répondre à des besoins concourants à la paix et à la réconciliation. D'abord, la commission en charge de la démobilisation, du désarmement et de la réinsertion CNDDR avec une mission bien définie. L'une des plus grandes missions, la principale mission, c'est comme son nom l'indique, de désarmer, de démobiliser les ex-combattants, les combattants qui appartiennent aux différents groupes armés. À côté de ces missions, nous avons aussi le devoir de procéder à la réinsertion, c'est-à-dire de proposer des projets de réinsertion socio-économique aux combattants qui ne remplissent pas les critères pour être intégrés dans certaines structures de l'État ou bien au sein des forces de défense et de sécurité. À côté de ces deux missions, nous avons aussi la mission de procéder à l'élaboration de différents procédures de veiller au suivi de l'évolution et de l'évaluation des différents projets qui auront été confiés aux ex-combattants. Depuis sa création en 2015 jusqu'en 2024, ou plus précisément après la tenue du dialogue intermalien, une nouvelle orientation a été donnée à la Commission. Et depuis, de nombreux acquis ont été enregistrés. Entre autres, l'extension de la commission aux différents membres des différents groupes, mais aussi elles ont été élargies au groupe d'autodéfense. Désormais, toutes les sensibilités du Mali se retrouvent au sein de ces commissions pour mener ensemble, de façon inclusive, le processus de paix et de réconciliation. À côté de ces acquis, nous avons depuis un certain temps, comme vous le savez, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, a lancé au mois de février une opération de désarmement, démobilisation et intégration pour 3000 ex-combattants appartenant à l'ensemble des groupes que je viens de signer. Nous avons fait des échanges avec les différents groupes pour nous donner les listes qui ont été validées ou bien qui sont en cours de validation encore auprès des autorités. Pour la pérennisation de ces acquis, des efforts sont consentis par le département de tutelle à travers la CNDDR. Le gouvernement met à notre disposition les moyens financiers nécessaires pour mener les opérations, mais aussi la politique, le programme d'action gouvernementale de 2025 a aussi fait des propositions qui vont nous permettre de mener à bien les opérations dans les années à venir. Aux côtés de ces résultats fort louables, des défis demeurent pour la Commission. Les grands défis, ils sont d'ordre sécuritaire.
Au-delà de ces défis, il y a aussi la sensibilisation auprès de nos partenaires, c'est-à-dire les communautés, pour que les communautés puissent s'approprier ce processus, que les communautés puissent savoir que ce processus est la leur. Après les opérations de désarmement, de mobilisation et de réinsertion, l'une des phases les plus importantes reste l'intégration, un volet pris en compte par la Commission nationale d'intégration CENI. Tout comme sa sœur jumelle, elle s'est vue confier des missions complexes. 2 missions majeures. La première, c'est procéder à la mise en œuvre du volet intégration du programme national désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Et nous sommes en charge de l'évaluation, du suivi et évaluation des ex-combattants intégrés dans les corps de l'État, des collectivités et des forces armées jusqu'à la fin du processus de paix. L'engagement et la détermination des hommes et des femmes de la Commission ont permis à la structure d'engranger des résultats tangibles conformément aux missions qui lui sont confiées. 2025 a été véritablement l'année de la relance du processus DDR intégration. En ce sens qu'en janvier 2025, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a ouvert un volet de démobilisation de 3000 ex-combattants, parmi lesquels 2000 doivent intégrer. Pour consolider ces résultats, tout un système a été mis en place par le premier responsable de la commission et son équipe. Alors, en étant un processus politique, il est intégralement pris en charge sur les budgets de l'État. Et à ce jour, le budget est à hauteur de satisfaction. Afin de viser plus haut, tout un programme de perspective a été élaboré par la commission en charge de l'intégration. Le défi de l'insécurité est extrêmement, disons, une préoccupation pour nous. L'autre défi, c'est la présence sur le terrain de nombreux jeunes armés qui ne sont pas pris en compte dans les programmes DDR intégration. Nous travaillons avec des groupes éligibles et donc souvent il y a des effectifs assez conséquents de jeunes qui ne sont pas membres de ces groupes-là et donc qui peuvent aussi être toujours dans le domaine de l'insécurité, être acteurs d'action contre le processus de paix. Et nous travaillons à réduire ces menaces-là pour que les opérations se passent dans les meilleures conditions. À la question de savoir si l'avenir est prometteur pour les deux structures, les deux responsables partagent les mêmes convictions. Plus de 36 000 fonctionnaires et agents des collectivités ont vu la suspension de leur salaire et cela pour 3 mois. C'est à l'issue des conclusions du système intégré de gestion des ressources humaines. Les agents concernés ont commencé leur enrôlement pour maintenir le climat de confiance entre le sommet et la base. Les ministres en charge du travail et celui de la refondation ont rencontré cet après-midi les fonctionnaires concernés par la mesure ont 3 mois pour se mettre en règle. La rencontre s'est achevée sur des notes d'espoir, nous dit Youssouf Diakité. La stabilité du pays est de nos jours au centre des priorités du gouvernement du Mali et l'ensemble du peuple malien, mais particulièrement les partenaires sociaux. C'est pourquoi cette rencontre sur la situation globale des 36 000 fonctionnaires avait tout son sens. L'objectif, c'est d'arriver à une décision collective qui engage toutes les parties prenantes. Les conclusions, disent-ils, sont satisfaisantes. Nous avons eu des informations clés, importantes, sur les 136 000 qui n'ont pas été enrôlés. Donc le délai est maintenu. 3 mois pour que les camarades, les travailleurs puissent s'enrôler. Et nous les appelons d'ailleurs à s'enrôler parce que c'est un exercice important qui va permettre d'identifier tous les travailleurs de la fonction publique et de la fonction publique des collectivités territoriales. Sur les 6 000 travailleurs dont les salaires ont été suspendus, le gouvernement a pris la décision de continuer à payer ces travailleurs, mais tout en demandant à ces travailleurs de s'enrôler dans les mêmes délais. Et parce qu'il y a eu des difficultés dans l'enrôlement, c'est des travailleurs qui ont leur ticket d'enregistrement, mais bon, malheureusement, il y a eu des difficultés lors de l'enrôlement. Donc ces travailleurs vont continuer à être payés, ce qui est salutaire. Également les 7 000 autres qui viennent d'être recrutés récemment, qui vont
qui vont être payés. Donc ce sont des mesures importantes. L'autre mesure importante, c'est la difficulté des régionaux à s'enrôler. Se déplacer jusqu'ici, c'est fastidieux, c'est pas facile. Donc le gouvernement a pris des décisions importantes à ce niveau pour faciliter cela. Nous nous sommes entendus sur le point que vraiment il n'y aura pas de problème concernant le paiement des 6 000 agents. Et que également pour l'enrôlement, on va envoyer des équipes mixtes dans les différentes régions pour enrôler là ceux qui n'ont pas été bien enrôlés et même ceux-là qui sont parmi les inconnus et qui peuvent se faire enrôler. Vraiment, nous sommes tombés d'accord avec nos partenaires sociaux et ils se sont engagés également à faire en sorte que pour l'enrôlement qui va intervenir, eux-mêmes, ils vont vraiment s'engager à sensibiliser leurs militants, les travailleurs, pour qu'ils viennent au lieu d'enrôlement afin que tout le monde soit enrôlé dans le délai de grâce de 3 mois. Les syndicats ont exprimé leur satisfaction par rapport à la levée de ces deux difficultés. Nous sommes vraiment heureux qu'on s'est compris aujourd'hui là-dessus. Je pense que les discussions vont toujours continuer avec eux. Chaque fois qu'il y a des difficultés, nous allons effectivement nous entretenir pour pouvoir lever ces difficultés-là. À l'issue des travaux, les deux parties se sont mutuellement félicitées pour les concessions faites de part et d'autre au bénéfice du peuple malien et de la stabilisation du pays. Les mécanismes endogènes constituent des voies pour la paix et la stabilité. À Tombouctou, un dialogue stratégique a réuni les légitimités traditionnelles autour du programme des communes amies des enfants. Il s'agissait d'encourager les communes à intégrer les droits des enfants dans leur plan de développement et impliquer les chefs traditionnels dans ce programme. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Le dialogue stratégique avec les légitimités traditionnelles de Tombouctou, programme des communes amies des enfants, a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'accès aux droits de l'enfant en cohérence avec les orientations du programme national des communes amies des enfants à travers une réflexion stratégique inclusive avec les chefs traditionnels afin d'identifier les goulots d'étalement et de co-construire des solutions durables. Ce projet vise à renforcer les droits et le bien-être des enfants à travers des actions concrètes et des politiques publiques locales. Il repose sur une collaboration étroite entre les autorités locales, les communautés et les structures de protection de l'enfance pour garantir un environnement favorable à l'épanouissement de chaque enfant. 2 jours durant, les participants vont échanger sur les droits de l'enfant, l'analyse collective des obstacles, les propositions concrètes et les rôles pour les chefs traditionnels. Nous espérons que ce cadre nous permettra d'identifier les goulots d'étranglement qui entravent l'accès aux droits de l'enfant à Tombouctou, tels que mariage précoce, travail des enfants, violence, faible accès aux services sociaux de base. Valoriser les savoirs traditionnels et les pratiques communautaires positives. Définir les engagements concrets des chefs traditionnels pour soutenir les initiatives locales, notamment dans le cadre du programme Commune Amie des enfants. Il faut noter que cette rencontre est organisée par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire en partenariat avec l'UNICEF. La fin des échanges sera sanctionnée par la signature d'une déclaration d'engagement et un plan de suivi par les chefs traditionnels. Une quarantaine d'imams et prédicateurs s'apprêtent à aller au Maroc pour une formation sur les préceptes de l'islam. Ils ont été sélectionnés parmi une centaine à l'issue d'un concours. Les résultats ont été proclamés ce matin en présence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone. Le reportage de Moussa Kamara. La cérémonie sobre mais chargée de symboles, laissant apparaître des visages concentrés, fruit d'un accord entre notre pays et le Royaume du Maroc. Ce programme de formation vise à renforcer les compétences théologiques, pédagogiques et sociales des imams et prédicateurs. L'objectif est clair, les outiller pour affronter les défis du monde contemporain et lutter efficacement contre l'extrémisme violent. La vague qui doit aller cette fois-ci consiste à des imams et des prédicateurs qui sont connus sur le terrain. C'est pour profiter de leur expérience et leur expertise pour une formation de 3 mois seulement, pour que lorsque ceux-ci retournent au Mali, s'alignent avec l'État dans le cadre de combat et de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ça consistait d'abord à rassembler les dossiers
Quand les dossiers ont été rassemblés, on a bien ficelé les dossiers et après ça, ça a été la phase de l'enquête morale. Maintenant, le concours proprement dit, lorsque cela a commencé, ça a été encore à 2 phases. La phase de l'écrit et la phase orale. Parmi les 63 candidatures reçues, 40 ont été retenues, dont 2 femmes, une première dans ce genre de programme. Le processus de sélection a été rigoureux, mêlant entretien, évaluation théologique et examen du parcours personnel des candidats. Bon, je suis très content, j'ai été admis parmi eux et je remercie les bons dieux et j'encourage ceux qui n'ont pas eu la chance parce que c'est quelques niveaux, mais c'est la première partie. Donc nous demandons aux bons dieux de faciliter à tous ceux qui veulent aller se former. Dans quelques jours, ces imams et prédicateurs quitteront leur terre natale pour rejoindre les bancs d'un institut prestigieux au Maroc. Les membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes se sont réunis ce matin pour une évaluation de la saison des pluies. Dans l'ensemble, la situation est rassurante sur le terrain. Pas de cas d'inondation enregistrés cette dernière semaine, pas de perte en vie humaine. Et mieux, le gouvernement a commencé à apporter assistance à certaines familles sinistrées. Le reportage de Ibrahim Kaoukonati. Plusieurs communications ont marqué cette réunion du comité technique interministériel de gestion des crises et catastrophes. Selon la protection civile, le Mali n'a enregistré aucun cas d'inondation au cours de ces 2 dernières semaines. Cependant, une décharge de foudre a coûté la vie à des animaux à Sakabari dans la région de Kita. Et parmi les 10 établissements occupés par les sinistrés, un seul a été libéré à ce jour. Au cours de cette même période, l'État a apporté un appui de vivres et non-vivres à plus de 15 800 personnes dans les régions de Tombouctou, Kita, Kidal et Nara. Il y a eu moins d'inondations cette année que l'an passé. C'est dû non seulement aux mesures prises, mais aussi aux mesures de prévention que les citoyens ont voulu accepter et en tout cas d'appliquer pour non seulement empêcher l'apparition des inondations, mais minimiser les conséquences des inondations sur les vies humaines et les biens. Et pendant cette semaine, les services techniques de l'État en matière de gestion humanitaire ont quand même assisté quelques citoyens, 244 ménages à travers le pays. Donc ces citoyens ont reçu en tout cas bon nombre de moyens de subsistance pour résister contre les effets néfastes de la catastrophe. Le mois de septembre et octobre reste favorable à la pluie comparativement à l'année 2024. Cette année, la saison suit son rythme normal, mais elle reste pluvieuse, mais pas comme l'année dernière, 2024, et évidemment. Donc, et nous avons la chance aussi cette année que la saison dépasse le 31 octobre. Cette semaine, on peut dire que, à l'image de ce qui a été projeté tout de suite par les services de la météo, il y a une certaine accalmie, même en termes de pluviométrie. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'incidents majeurs qui ont été constatés dans les établissements d'enseignement supérieur. On peut dire que les préparatifs pour la rentrée vont bon train. Par rapport à l'année 2024, les services météo et la protection civile notent une baisse significative des cas de foudre, d'inondations de maisons et de vents violents. Le président du Conseil national de transition, les membres du bureau de la conférence des présidents, l'ensemble des membres du CNT ainsi que le personnel parlementaire ont le regret de vous annoncer le décès de l'honorable Dramane Monzon Konaré, survenu ce jeudi 18 septembre 2025 à Bamako des suites d'une maladie. L'honorable Dramane Monzon Konaré était membre de la Commission de la Défense nationale, de la Sécurité et de la Protection civile. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil national de transition, au nom de l'institution parlementaire, présente ses condoléances les plus émues à sa famille durement éprouvée et aux forces armées et de sécurité. Voilà, décès de l'honorable Dramane Monzon
Conaré. L'enterrement aura lieu demain vendredi 19 septembre 2025 à partir de 14h sur la place d'armes de Kati. Et c'est la fin de cette édition. Grand merci à l'équipe de réalisation. À nos femmes, nous disons également merci pour le sacrifice. Bonsoir.